Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, le chef de l'État a présidé ce dimanche l'ouverture de la 4e journée du paysan, une occasion pour le professeur Alpha Condé de réitérer son engagement à faire de la Guinée un pays exportateur de produits agricoles. Et puis nous irons à Koundara où l'Union des transporteurs routiers de Guinée valide ses antennes préfectorales. Dans le Badiar, la construction d'une nouvelle gare routière est une priorité. Enfin, ce fait de société qui polarise toutes les énergies à Conakry sur le décès des quadruplés, les parents de des fillettes décédées dénoncent une mauvaise prise en charge des enfants. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition en prélude au Congrès national des transporteurs routiers de Guinée. Le comité de gestion est à pied d'œuvre pour réorganiser la structure. Une mission est à l'intérieur du pays pour la validation des antennes préfectorales. Dans le Badiar, l'aménagement d'une nouvelle gare routière est la priorité de l'équipe entrante. Mohamed Seyar Souma, envoyé spécial. 2018 est l'année décisive pour les transporteurs routiers de Guinée. Un an après la mise en place de son comité de gestion, place à la validation des antennes préfectorales. L'exercice se fait pour la première fois à Koundara, localité située à plus de 600 km de Conakry. Pendant ce temps, les autorités plaident pour l'aménagement de la gare routière. La situation est posée sur la table du bureau entrant, investi pour 4 ans. La gestion de la gare routière relève de la commune à travers l'union des syndicats de transporteurs. Mais très malheureusement, cette nouvelle gare routière n'est pas aménagée. Cette gare routière se trouve au niveau des bitumes de route de la commune urbaine. Et vous connaissez combien 1 km de route, ça coûte combien à l'État. Et si les camions continuent à garer sur ces routes bitumées-là, quel sera l'avenir de ces routes dans un mois, dans une année, 3 années? Juste après la validation du bureau de Koundara, le comité de gestion des transporteurs routiers de Guinée visite la gare routière en construction. L'infrastructure se trouve au poste de Bondofourdou, à la frontière guinéo-sénégalaise. Cette réalisation est inscrite dans la réorganisation du transport routier en Guinée. Nous sommes venus voir juste l'un de nos collègues qui est en train de faire une port sec et la gare routière. On a constaté que c'est très important pour les transporteurs guinéens, puisque l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée juge utile dans toutes les frontières de construire la même façon pour qu'on trouve là où il faut débarquer la marchandise, là où il faut mettre le passager, moins de problèmes. Donc de limiter surcharge et aussi de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour la population. Il y a près de 15 ans, ce renouvellement était attendu dans le Badiar. En plus de l'aménagement de la gare routière, la nouvelle équipe se fixe pour défi la réduction considérable des accidents de la circulation et l'élimination des tracasseries routières. Direction d'Abola où 2 nouvelles infrastructures sociales de base viennent d'être réalisées dans le district de Kambaya. Il s'agit d'un poste de santé amélioré, une mosquée d'une capacité d'accueil de 400 fidèles. L'œuvre des fils ressortissants et résidents constitués en association. Valérie Talimané pour en savoir davantage. Kambaya, un des districts de Dabola engagé vers son développement. Ce poste de santé compte parmi les grandes infrastructures sociales réalisées dans la localité pour près de 2 milliards de francs guinéens. Après le passage de la maladie à virus Ebola en République de Guinée, le président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Condé, s'est fixé un objectif, l'amélioration des conditions sanitaires de la population, éradication de la maladie à potentiel épidémique et la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile. L'infrastructure se compose d'une salle d'accouchement, de 2 salles d'hospitalisation, une pharmacie avec des médicaments de base et un laboratoire moderne à l'image de cet appareil d'analyse biochimique. Un véritable joyau qui vient combler une des attentes de cette localité en matière de soins de santé primaire. Transférer l'hôpital vers la population, ça les aide non seulement dans la réduction des frais de transport et aussi le temps de prise en charge. À ce joyau s'ajoute cette nouvelle mosquée ouverte aux fidèles pour la première fois.
paix et unité sont entre autres messages véhiculés au cours du sermon prononcé pour la circonstance. La mosquée est consacrée à Dieu, elle doit être utilisée uniquement pour adorer Dieu et pour renforcer les liens de solidarité et coopération entre tous les fils du pays. Le développement de la Guinée commence à la base. C'est pourquoi les gens se sont investis. Les filles et les fils de Kambaya se sont investis dans tous les domaines de la santé et de la religion. Parce que la religion est source de tout. Quand on croit en Dieu, on a la foi en lui, on devient sociable. Ces retrouvailles sont un moment de communion et de fraternité entre les fils ressortissants de Kambaya dans la sous-préfecture de Bissikirima. L'occasion également d'évoquer les grands projets de développement de la localité. Tout près à Farana, acteurs de la société civile et leaders religieux s'engagent dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'idée de renforcer les soins de santé des populations tout en augmentant l'offre des services de santé sexuelle et reproductive. Moussa Bangoura. C'est un dialogue entre religieux, professionnels de la santé, magistrats et acteurs de la société civile. Ces participants sont venus des régions de Mamou, Farana, Labé et la zone spéciale de Conakry. La rencontre se déroule à Sankaran, dans la région de Farana. L'idée est de connaître les points de vue des experts de la santé et les leaders religieux sur les mutilations génitales féminines et leur impact sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes adolescents. Nos attentes, c'est de continuer à promouvoir la santé et que, à moins ou long terme, les communautés prennent conscience des conséquences sanitaires, sociales et psychiques liées à la pratique des mutilations génitales et qu'en fin de compte, on puisse l'abandonner. Je sors très réconforté que les participants et participantes vont s'investir dans la recherche de solutions idoines allant dans le sens à freiner cette pratique qui fait beaucoup de dégâts dans la couche féminine dans notre région. Ce forum d'échange a permis aux acteurs impliqués de revoir toutes les questions liées aux mutilations génitales féminines, les raisons culturelles, sanitaires et les risques liés à la pratique. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de Dieu et connaître les opinions les uns les autres. Les risques sanitaires sont énormes. Je viens d'évoquer les cas d'hémorragie, les cas d'anémie, les cas de décès néonatal, décès maternel à la longue, des rejets au niveau même du mariage, la stigmatisation. Il y a beaucoup de raisons qui sont évoquées. Il faudrait donc que les gens comprennent. La coopération allemande au développement et le ministère de la Santé coordonnent ce forum. Le but est d'amener la population des régions d'intervention à utiliser les services de santé, de la reproduction, conformément à leurs besoins. Retour à présent sur une actualité qui a ému tout le pays. Il s'agit de la mort de 4 bébés prématurés. La prise en charge de cette grossesse multiple par une clinique privée a suscité beaucoup de commentaires. Dans quelles conditions les quadruplés dont étaient porteuses Saran Kamara sont venus au monde? Qu'est-ce qui explique leur décès? Hadia Toubari est allé pour mener une enquête et nous aider à comprendre sur le grand format de notre rédaction. Samedi dernier, au coucher du soleil, le cauchemar du couple Guissé commence. Alors que Sira Kamara était à son 5e mois de grossesse multiple, des fortes douleurs accompagnées de pertes d'eau surviennent. La persistance des contractions conduit son mari à l'amener vers sa structure sanitaire de suivi. Elle m'a dit qu'elle perd des os et qu'on dirait que c'est similaire à cela. Vous voyez, je lui ai dit d'accord. Il dit bon, nous on ne peut pas gérer ça. Allons directement voir le médecin, le spécialiste en la matière. Je l'ai aussitôt pris, on s'est dirigé à la clinique. En cours de route d'ailleurs, j'ai composé le numéro de professeur Telly qui a sonné. Je voulais m'assurer si vraiment il est là-bas pour l'avertir que nous sommes en route. Dès qu'on est arrivé, et puis on a demandé à ce qu'on nous prenne en urgence. Médicis est cette clinique privée dans laquelle Sira Kamara a entamé dès le début le suivi de sa grossesse.
À son arrivée, elle est conduite dans cette salle d'hospitalisation pour les premiers soins. À l'absence de professeur Télissi, un long processus médical est enclenché pour éviter la rupture de la grossesse. Moi, je venais d'une mission de Khartoum. Et à la descente d'avion, mon assistant qui l'a reçu m'a appelé pour me dire que Madame Guissé est arrivée, elle perd des os. Et mon avis a été de l'hospitaliser pour faire une corticothérapie pour essayer le maximum possible de gagner du temps pour donner la chance de survie aux enfants. Une grossesse multiple dont l'échographie réalisée par cet appareil a montré jusqu'au dernier moment la présence de 3 fœtus. La grande surprise, elle s'est produite dans cette salle d'accouchement de la clinique Médicis où Sira Camara donne naissance à 4 bébés. Ce sont des quadruplés filles prématurées qui étonnent plus d'un. La jeune dame qui est là-bas m'a rencontré, elle me dit, ah, on vous cherche votre madame a accouché. J'ai dit, ah bon, j'ai dit, elle a fini. Elle me dit, oui. J'ai dit, quel est son état? Elle me dit, oui, elle tient. Elle me dit qu'elle a accouché 4 bébés. J'ai dit, 4 bébés? Elle me dit, oui. J'ai dit, comment est-ce possible? J'ai dit, on parlait de triplé. Elle ne m'a pas répondu. On est rentré dans la salle. Donc, d'angoisse en angoisse, j'étais là, j'étais encore surpris. Au cours des échographies qu'on a effectuées, on a retrouvé une grossesse multiple, en l'occurrence des triplés. C'est seulement au cours de l'accouchement qu'on s'est rendu compte qu'il s'agissait de quadruplés, et chose qui n'est pas une grosse surprise. C'est possible parfois à l'échographie de ne pas voir le 4e jumeau s'il est superposé aux autres. Au dire des gynécologues de cette clinique privée à Lambagny, l'accouchement de Sira est considéré comme extrêmement prématuré, avec un âge gestationnel de 25 semaines qui correspond à 5 mois de grossesse et non pas à 7 mois comme le défend son mari. Ce qui du coup nécessite une prise en charge immédiate des nouveau-nés prématurés qui commence par l'utilisation de la couverture de survie. Chose faite dans cette salle d'accouchement, mais le transfert des bébés à l'Institut de santé et nutrition de l'enfant a fait défaut. Dans les environs de 0 heure, faute d'ambulanciers, les prématurés Guissé sont conduits dans le véhicule de leur père. À l'INSEE, l'infirmière Fanta Konaté était de garde. On a reçu les enfants à 1 heure. Ils étaient dans la couverture de survie, chacun dans une couverture de survie, quoi. On a reçu les enfants, moi je les ai enlevés dans ça, je les ai mis dans une couverture de survie très grande, j'ai mis l'oxygène sur tous les enfants là. Le médecin a calculé le traitement, on a donné anti-janta, vitamine K. Ces enfants-là ont des poumons immatures, ils ont tout le système immature, donc la dégradation s'installe dans le temps. Donc c'est ce qui est arrivé. Ils ont reçu les soins nécessaires de base, c'est-à-dire l'oxygénation, ils ont été mis en couverture de survie pour éviter une hypothermie. Ils ont été alimentés par la veine parce que l'alimentation par voie orale n'est pas possible jusqu'à leur décès. Le lundi, dans les environs de 11 heures, tout espoir de survie des nouveaux-nés Guissé disparaît avec la nouvelle du décès des 2 autres filles. Un choc qui plonge le couple dans la tristesse. C'est encore le plus mauvais souvenir de ma vie et je souhaite le bon Dieu de ne pas vivre pire que ça. Je voulais encore réitérer que quoi qu'il en soit, que ce soit la clinique, que ce soit le professeur Télissi, seront poursuivables et je reste convaincu sur ma position. Ce décès des quadruplés relance le débat sur la qualité des équipements des structures de soins de proximité et leur capacité à faire face à des urgences de ce type. Comme annoncé dans les titres, Nzere Koré, où la 4e journée du paysan vient de prendre fin sur la présidence du chef de l'État. Cette initiative présidentielle d'appui au développement rural vise à assurer la pureté variétale des filières d'exportation très affectées par manque de productivité. Cette rencontre est une occasion pour les paysans d'exprimer leurs attentes et pour professeur Alpha Condé d'expliquer les grandes lignes de sa politique de développement agricole. Sanassi Keita. Lors de la première journée en 2011, nous avons fait un pacte. Un pacte, ça veut dire qu'il y a des obligations réciproques. Moi, je me suis engagé à vous fournir les engrais à moitié prix dans vos préfectures. Et vous êtes engagé à augmenter la production. Quand je suis arrivé, la Guinée ne conservait même pas 5 000 tonnes d'engrais. Aujourd'hui, on est à 100 000 tonnes en 7 ans.
Mais je reconnais aussi que les paysans aussi ont tenu leur engagement, puis ils ont augmenté la production des cultures vivrières. Le défi qu'on n'avait pas lancé à cette époque, notre seul souci était l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit que la Guinée était un scandale agricole? Ce n'est pas moi. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la France avait prévu de faire de la Guinée le grenier de l'Union française. Qui dit l'Union française? Ça veut dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et les départements. C'est là où le gouverneur Roland Pré a lancé le programme agricole. Ensuite, ça a été renforcé lorsque la France a vu qu'elle allait perdre la guerre d'Indochine, alors que le Tonkin était le principal grenier, ils ont renforcé pour que la Guinée remplace le Tonkin. Donc quand je dis, monsieur le représentant, que la Guinée est un scandale agricole, les Blancs, les colons l'ont dit avant moi. Malheureusement, on peut se demander pourquoi, alors que nous étions déjà le grenier de l'Union française, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, les 8 pays, plus l'Afrique occidentale, comment nous importons du riz? C'est ça le paradoxe de la Guinée. Alors, on doit mettre fin à ce paradoxe, Moualimou. Non seulement produire le riz pour nous, mais produire aussi pour nos voisins du désert du Sahel, où vous savez, en Mauritanie, ils viennent d'avoir la sécheresse, etc. Ils ont problème. Au Niger, c'est pareil, etc. Donc nous devons être le grenier, non seulement pour la Guinée, mais pour nos pays voisins. Ça, c'est les cultures vivrières. Mais ce qu'on n'avait pas dit ça à l'époque, c'est les cultures de rente. Car les cultures vivrières permettent aux paysans de nourrir sa famille, mais ne lui permettent pas d'avoir des ressources suffisantes pour construire sa maison, envoyer ses enfants à l'école, acheter, etc., des biens dont il a besoin. Je vais vous parler de quels points. Le premier, c'est la mécanisation. L'essentiel de nos paysans travaillent à la main, avec la daba. Cela ne permet pas réellement une grande production. La mécanisation, c'est non seulement le tracteur pour cultiver, mais aussi des moissonneuses batteuses. Pourquoi j'insiste là-dessus? Une année, j'ai accompagné le président de la Chambre d'agriculture, il récoltait. Il a fait 1000 hectares. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait 1000 hectares alors que tu as 2000 hectares? Pourquoi tu as fait 1000? Et il me dit, président, le riz paddy de l'année dernière, je l'ai encore sur les bras. Donc pourquoi voulez-vous que je fasse 2000 hectares quand je n'ai pas vendu le riz paddy de l'année dernière? Voilà donc le troisième problème. La mécanisation, c'est-à-dire il faut que les moissonneuses batteuses, parce que le paysan, s'il doit récolter à la main, il ne peut pas récolter grand-chose. Donc, tracteur, moissonneuse batteuse. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il récolte et qu'il a le riz paddy sur les bras, il ne va pas être encouragé. D'où les rizeries. Alors nous sommes en train de faire 4 rizeries actuellement. Une à Beila, une à Sigri, une à Mandiana, une à Kouroussa. Et chaque rizerie peut transformer par heure 5 tonnes de riz paddy en riz net. Ça, ce sont des usines. Mais en dehors de cela, nous avons fait venir 300 décortiqueuses de Chine et 100 du Brésil. Chaque décortiqueuse peut faire transformer 4 tonnes de riz paddy par jour. C'est ça que nous allons distribuer dans les villages, etc. pour qu'aucun riz paddy ne reste désormais dans les mains des femmes. Parce que avec les femmes, elles ne peuvent pas transformer tout le riz produit. Or, notre ambition est non seulement de couvrir notre production, mais d'exporter. Ça veut dire qu'il faut transformer en riz net. Donc, mécanisation. Cultiver, récolter, transformer. Ça, c'est la mécanisation à grande échelle comme à petite échelle. C'est-à-dire au niveau industriel comme au niveau semi-industriel, au niveau artisanal. Parce que l'éléphant respire, mais la fourmi aussi respire. Il faut permettre à la fourmi de respirer et l'éléphant de respirer. L'éléphant, c'est les grandes usines, les fourmis, c'est les petits producteurs. Il faut permettre à chacun de respirer. Évidemment, quand le paysan produit, il faut qu'il puisse emmagasiner. D'où les magasins. Ensuite, il faut qu'il puisse vendre au marché. Sinon, il ne va pas produire, d'où les pistes rurales. C'est pourquoi nous avons un grand programme de pistes rurales dans les 4 régions, et aussi le programme de magasins, afin que le paysan soit encouragé toujours produire, parce qu'il peut avoir sur les pistes améliorées, aller amener sa production. Donc, mécanisation, magasin
et pistes rurales afin que le paysan puisse amener. Parce que le grand problème du paysan aussi, c'est les intermédiaires. C'est pourquoi je n'ai pas voulu faire la polémique sur le produit du café. Nous voulons diminuer les intermédiaires. Les gens qui viennent acheter aux paysans en trichant et en ayant des bénéfices. Comment nous allons diminuer les intermédiaires sans créer des groupements d'intérêt économique? Et ça, ce n'est pas Afriland Bank. Afriland Bank finance les MIFA. Nous venons de créer une banque d'investissement pour accompagner les gens d'un certain niveau. Donc, ces groupements d'intérêt économique, c'est-à-dire, ils regroupent les paysans qui, par leur regroupement, ils ont le financement de la banque et ils ont la possibilité donc eux-mêmes de commercialiser. En même temps, nous avons demandé au président de la Chambre de l'agriculture d'organiser les paysans en fédération afin qu'ils se garantissent les uns les autres et que ce n'est plus les gens qui viennent acheter du café en spéculation aller vendre, que ce soit les paysans eux-mêmes qui puissent, grâce à cette fédération, aller vendre. On ne va pas peut-être créer la caisse de stabilisation comme en Côte d'Ivoire, mais au moins on va organiser les paysans de telle sorte que celui qui produit ait réellement le bénéfice de sa production et non pas que ce soit le commerçant qui ne fait rien, qui vient acheter et qui spécule avoir le bénéfice du paysan. Le troisième problème, c'est l'irrigation. Avec l'irrigation, on peut faire au moins 3 cultures à Massanta. Dans toute la Guinée, on peut faire au moins 2 cultures. Donc l'importance de l'irrigation. Aujourd'hui, nous avons un programme d'irrigation avec Abu Dhabi, nous avons un programme d'irrigation à Guéguédougou, Kissoudou et Massanta. Mais nous avons aussi d'autres programmes d'irrigation dont je viens de vous parler. Mais le plus grand programme d'irrigation, c'est le barrage de Foumi. Le barrage de Foumi n'est pas très important comme barrage. C'est 90 MW. Alors que Kaleta, c'est 240, soit Petit, c'est 450, Koukutamba, c'est 293. Mais l'importance de Foumi, c'est pas bien sûr c'est 90 MW, ça va donner du courant à la Guinée. L'importance à 2 niveaux. Avant, quand moi j'étais très jeune, enfin je suis plus vieux que vous, on pouvait aller de Kankan à Bamako par bateau. Maintenant on ne peut plus. Pourquoi? À cause de l'ensablement du fleuve Niger. Le premier avantage du barrage de Foumi, c'est qu'il va élever le niveau du fleuve Niger et on peut aller de nouveau de Kankan à Bamako par bateau. Ça, c'est le premier avantage. Mais l'avantage le plus important, c'est l'irrigation. Le barrage de Foumi peut permettre d'irriguer au moins 50 à 100 000 hectares en Guinée. La même chose au Mali, au Niger, au Nigeria et au Tchad. Voilà l'importance du barrage de Foumi sur le plan de l'agriculture. C'est pourquoi il est extrêmement important de faire ce barrage. Ça va aider nos frères du Niger, du Tchad, avec le rétrécissement du lac. Vous savez que le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie. Donc, avec le barrage de Foumi, l'élévation du niveau du Niger va permettre donc d'élever l'agriculture dans ces pays, non seulement en Guinée. Donc, l'irrigation. Mais ensuite, la transformation. C'est extrêmement important. On produit beaucoup de pommes de terre, surtout au Fouta. Mais comme les Guinéens ne mangent pas manger de pommes de terre, on vendait ça au Sénégal. Quand il y a eu l'Ebola, le Sénégal a fermé les frontières et les pommes de terre ont pourri. Donc ça doit nous servir de leçon. Ça veut dire que nous devons transformer tous nos produits localement en produits industriels pour ne plus avoir à vendre des produits bruts. Donc l'agro-industrie. C'était large extrait du discours prononcé par le chef de l'État lors de la 4e journée des paysans à Zéro-Corée. Justement, nous reviendrons largement en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information avec nos différents envois spéciaux sur place. Dans le reste de l'actualité, des cadres du ministère de la Santé s'approprient du logiciel ARIS ou système d'information des ressources humaines pour la santé en toile de fond permettre aux agents de santé de produire des rapports statistiques, mais surtout analyser les données sanitaires. Aïssatou Dessou. Le bon fonctionnement de toute institution nécessite aujourd'hui une meilleure adaptation du système numérique. C'est pourquoi les administrateurs et gestionnaires de données du ministère de la Santé bénéficient de ce renforcement de capacité sur le logiciel ARIS, entendez Système d'information des ressources humaines pour la santé. L'initiative est du département de tutelle en partenariat avec le projet HFG Guinée. C'est de leur donner les formations complémentaires pour pouvoir faire l'informatisation de tout le personnel de santé au niveau de toute la pyramide sanitaire,
commencer par le ministère jusqu'au niveau des postes de santé. À partir de ça, un outil d'analyse qui va nous permettre de déterminer la disposition des personnels en gestion provisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du personnel par rapport à ça. Nous avons tiré les leçons sur ce qu'il y a à faire dans le logiciel Iris. Et en plus de ça, nous avons pu acquérir des compétences dans l'analyse des données, dans le rapportage des données statistiques, dans le logiciel Iris. Iris est un logiciel d'accès libre servant de base de données pour la collecte, le stockage et la diffusion des données sur les personnels de santé. Durant 5 jours d'échange et de partage d'expériences, ces agents ont été outillés de techniques de migration de la base de données du cloud vers le serveur physique du ministère de la Santé. Aujourd'hui, la Guinée a sa base de données Iris logée en Guinée ici, et les utilisateurs de Iris ainsi que les managers, les gestionnaires des ressources humaines peuvent se connecter sur cette base de données pour faire la gestion des informations sur les ressources humaines en santé à tous les niveaux. Pendant ma première mission, on a eu à faire une analyse préliminaire, et cette deuxième mission a porté sur l'analyse approfondie des données sur les ressources humaines. Et le document d'analyse aujourd'hui est disponible, et ça donne une répartition sur les ressources humaines en santé des 8 régions de la Guinée-Conakry en fonction des districts qui se trouvent dans chaque région. Cette rencontre est soutenue par l'USAID et la maîtrise de ce logiciel permettra d'avoir une base de données fiable du personnel de santé. La Fédération guinéenne de la pêche artisanale a désormais nouveau bureau composé d'une trentaine de membres. L'équipe a du pain sur la planche. Le premier défi à relever reste la réorganisation du secteur secoué par une crise qui a duré plus de 5 ans. Abdoulaye Ningelande Diallo. Elhadj Mamadou Wuri Diallo est le nouveau président de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. Son élection ainsi que les autres membres du bureau met fin à plusieurs années de crise au sein du secteur. Si on a aujourd'hui une structure forte qui peut valablement représenter la Guinée, je pense que c'est un acquis pour la Guinée. L'État a beaucoup fait pour la pêche artisanale, mais c'était vraiment mal géré. Mais moi je pense qu'à notre arrivée, d'abord on se suffit. Nous pensons que les choses seront très bien gérées et nous allons aider l'État même. Parce que quand l'État donne quelque chose et que c'est bien géré, je pense que c'est les ayants droit même qui vont en bénéficier. Nous allons nous mettre à la tâche pour la Guinée. Cette rencontre élective traduit la volonté des acteurs et responsables des différents débarcadères du littoral. Désormais, ces acteurs décident de taire leurs divergences et faire face au développement de leur secteur. Je suis très satisfait, très content de cette union, car cette union, il y a plusieurs années, que nous battions pour que nous puissions trouver ce terrain grâce à l'intelligence des chefs de port de Kaporo et de Nongo qui ont initié cette rencontre qui a vu le jour aujourd'hui. Nous sommes comblés de joie, nous sommes très contents, nous savons maintenant que la guerre est terminée, la paix est revenue au sein de la pêche artisanale. L'administration pourra maintenant s'investir pour soutenir la pêche artisanale. L'idée de réunification des pêcheurs artisanaux apparaît aux yeux des responsables du ministère des Pêches et de l'Aquaculture comme la réalisation d'un rêve longtemps nourri. Un nouveau départ pour le secteur qui tente de se redresser avec l'espoir de décrocher des financements et des appuis techniques conséquents. La représentation diplomatique de la Fédération de Russie en Guinée a célébré ce 9 mai l'an 73 de la victoire du peuple russe contre le fascisme. La cérémonie a mobilisé plusieurs diplomates et au cadre de l'administration. L'occasion de célébrer aussi l'amitié guinéo-russe et la coopération bi- et multilatérale. Habib Thiam. Ce rendez-vous est célébré le 9 mai de chaque année. Il symbolise la victoire soviétique contre le fascisme. Une victoire arrachée au prix de la Grande Guerre patriotique entre 1941 et 1945. Pour les compatriotes, le 9 mai
journée de la grande victoire sur le fascisme est sacrée. Cette victoire restera à jamais dans l'histoire de l'humanité en tant que grand triomphe de vie et de raison sur la mort et la barbarie. Le 9 mai commémore surtout le régiment immortel, ces soldats qui, au péril de leur vie, ont permis de sauver la Grande Russie. Cette tradition rappelle la nécessité d'un engagement franc en faveur de la paix dans le monde. Parmi les nouveaux dangers, on reconnaît les mêmes vieilles et monstrueuses lignes. Égoïsme, cynisme, intolérance, nationalisme agressif et prétention à l'exclusivité. Le monde est très fragile et la nécessité de le stabiliser renforce notre volonté d'écouter et de respecter les uns et les autres. Non à la guerre, gloire aux martyrs. Un devoir de mémoire rappelé par cette nouvelle génération plusieurs décennies après la grande guerre patriotique du peuple russe. Des retrouvailles de souvenirs sanctionnées par ce dîner au nom de l'amitié guinéo-russe et de la coopération internationale. La société de téléphonie mobile MTN Guinée vient d'ouvrir une nouvelle agence à Kaloum. L'objectif est d'être plus près de ses clients. Le confort y est avec un personnel expérimenté pour offrir un service de qualité. Le public reportage est signé Bausman. Nous sommes à Almamia, en plein cœur de la presqu'île de Kaloum. La société de téléphonie mobile MTN ouvre ici une nouvelle agence. C'est la proximité pour se rapprocher davantage des clients et surtout pour leur offrir un service de qualité dans un cadre idéal. Je suis venu pour une réactivation avec un collègue de service. Je trouve le service MTN magnifique. On m'a quand même très bien réceptionné avec les filles d'accueil de MTN, vraiment quand même avec la bonne climatisation aussi. Je mets big up à MTN Guinée. Pour satisfaire les clients, un personnel dévoué et expérimenté est à la tâche. Toutes les offres de MTN Guinée s'opèrent dans les différents guichets de cette nouvelle agence. Nous avons juste délocalisé l'agence qu'on avait à l'entrée de notre siège et qu'on a envoyé de ce côté. Donc si vous voyez, l'accès est plus facile pour le client, le cadre est plus agréable, il est plus dynamique. Vous voyez que les agents, ils ne sont pas dans une posture de bureau où ils sont assis à attendre, mais c'est beaucoup plus une posture où ils sont avec le client. Nous recevons nos clients ici qui viennent souscrire au Mobile Money, qui viennent réactiver leur numéro, qui impriment leur numéro, qui viennent aussi faire des achats de téléphones que vous voyez derrière moi ici. Et ils viennent aussi faire payer des factures post-payées, que ce soit post-payées et Internet aussi. Disposé à satisfaire ses clients, MTN Guinée compte ouvrir d'autres agences de même standing dans plusieurs endroits du pays. Dans le même ordre d'idées, la société envisage dans les prochains jours de multiplier ses box de Mobile Money et boutiques MTN. Enfin, en plus bref, Elhadji Abdourahmane Diallo a regagné sa dernière demeure ce dimanche dans son village natal, à Bindi, préfecture de Dalaba. L'on se rappelle que cet opérateur économique à la retraite a kidnappé le 5 décembre a trouvé la mort dans les mains de ses ravisseurs avant d'être identifié le 9 mai dernier. Des hommages lui ont été rendus de Conakry à Dalaba en passant par Kindia Mamou. Que son âme repose en paix. C'était tout pour ce soir. Grand était le plaisir pour moi de vous servir pendant ces 3 jours d'affilée. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer et à vous présenter ces différentes éditions d'information. À bientôt, Inch'Allah.